Moi, tout de suite. Comment comprendras-tu, petit? Je te lis un conte tous les soirs pour que tu la fermes. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui, vidéo consacrée intégralement au To Doom qui a eu lieu au Kia Forum de Los Angeles le 31 mai au soir. Alors pour ceux qui ignorent ce qu'est le To Doom, même si bon ça commence à se démocratiser fortement, c'est rattaché au fameux To Doom de Netflix, hein, et donc il s'agit ni plus ni moins que de la convention annuelle de la plateforme de streaming, d'où le fait que si vous êtes allé sur YouTube depuis samedi, vous avez sûrement dû voir défiler quand même pas mal de bandes annonces du N rouge. En gros, le To Doom, c'est un peu comme la Star Wars Celebration, mais sauf que eux, ils font ça sur une soirée en 2 heures, voilà, c'est plié, et surtout que ce qu'ils annoncent, ce sont des projets sûrs, hein, voilà, on va pas réinsister là-dessus, mais effectivement, la Star Wars Celebration, on sait à quel point ils aiment annoncer des projets en veux-tu en voilà qui ne verront finalement jamais le jour. Chez Netflix, c'est du sûr à 100%. Et donc un événement qui est presque devenu un show de grande ampleur, avec la présence de beaucoup de stars, notamment rattachées aux projets qui seront présentés. Enfin bref, donc une soirée sous le signe du streaming, avec des annonces autour de leurs titres phares, hein, voilà, en mettant vraiment les petits plats dans les grands pour montrer c'est qui le patron, hein, quand il est question de télévision. Et évidemment, on va faire le tour de tout ce qui a été annoncé, puisqu'il y a quand même pas mal de choses, avec notamment des trailers pour presque chacune des annonces. J'ai bien dit presque, hein. Mais bon, voilà, comme j'ai déjà tout vu, je vais pas vous présenter ça sous forme d'un trailer reaction. Voilà, si vous voulez les voir, je vous mets les liens dans la description. Alors évidemment, il y a eu beaucoup de choses qui ont été traitées sur ces 2 heures, certes, mais voilà, on va aller aux essentiels, et principalement pour ceux qui intéresseront la communauté qui vient sur la chaîne. Donc non, vous aurez compris que le blabla des stars de la série, par exemple, des chroniques de Bridgerton concernant l'avenir de la série, c'est pas vraiment la bonne adresse ici, vous en conviendrez. Et donc on commence avec ce qui arrive très prochainement et qui s'était fait attendre parce que maintenant Netflix aime bien changer un petit peu son procédé de diffusion. Squid Game saison 3, bon, sachant qu'on savait pas trop si c'était en fait la fin de la saison 2, enfin voilà, ils ont éclairci le point, ce sera bien une saison 3, même si bon, la saison 2 nous a quand même beaucoup laissé sur notre faim, hein, avec un gros suspense. Donc ici une saison 3 qui arrive avec un trailer qui donne clairement le ton, où notre héros, donc Ji-Hoon, va être replongé dans le jeu après que sa tentative d'insurrection ait échoué, et où on apprend qu'il serait le seul à avoir été épargné de son groupe, donc pour participer à la fin des jeux avec ceux qui justement par contre n'ont pas participé à cette insurrection. Et donc des jeux qui promettent de ne pas trop nous resservir du réchauffé, hein. Ceci étant, le showrunner l'avait annoncé, hein, malgré vraiment l'envie de Netflix de vouloir capitaliser à mort dessus, suite notamment au succès de la première saison. Lui, il n'avait pas du tout anticipé un tel raz-de-marée, et donc bon, il a accepté de rempiler, certes, même si bon, il ne voulait pas de suite, hein, au départ, mais à la condition par contre de ne pas étirer vraiment le truc en longueur inutilement à de seules fins lucratives. Et ça se comprend. Et donc, oui, ravi de voir que Netflix a pris au sérieux son propos, puisque cette saison 3 sera bien la dernière. Voilà, le baroud d'honneur que le showrunner, d'ailleurs, promet d'être véritablement un choc. Et d'ailleurs, quand on écoute les dernières paroles du trailer, où le maître du jeu, donc rappelez-vous, c'était ce fameux personnage qui s'était fait passer pour l'ami de Ji-Hoon dans la saison 2, donc il lui demande s'il a encore foi en l'humanité. Rien que ça, on sent que, outre le côté tordu des jeux, il va y avoir un questionnement moral qui, à mon sens, manquait peut-être justement un peu dans la saison 2. Voilà, bon, saison 2 que j'avais quand même pas mal apprécié, notamment le début, mais pas totalement, parce que il y avait quand même une certaine redondance sur le milieu, à travers notamment les jeux, et puis des réactions de personnages totalement hors sol. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment avec beaucoup d'enthousiasme que moi j'attends donc le 27 juin, et oui, hein, c'est ce mois-ci, la clôture de cette série qui est Squid Game, c'est ce mois-ci, effectivement, fin du mois, et qui nous amène donc à voir les jeux pour enfants sous un angle beaucoup moins jovial, hein. Autre annonce, mercredi, saison 2. Alors,
qui va avoir droit, elle aussi, à une diffusion particulière, puisque on aura la première partie le 6 août, et la seconde partie le 3 septembre. Et donc, pour se démarquer, surtout étant donné que la saison 2 a déjà fait l'objet d'un premier trailer il y a de cela quelques semaines, Netflix, pour le To Doom, a opté pour la diffusion des 6 premières minutes. Eh oui, carrément. Donc, où on nous présente Mercredi, qui aurait été prise au piège par un tueur en série sur lequel elle enquêtait, et qui est interprété par rien de moins que Haley Joel Osment, donc que tout le monde connaît essentiellement pour être le gamin de Sixième Sens ou dans AI de Steven Spielberg. Et donc, 6 premières minutes qui donnent le ton, voilà, en révélant un petit peu la méthodologie du personnage, et notamment sa méthodologie d'enquête, avec donc des notes d'humour limite satirique, et une approche beaucoup plus psychopathique du personnage de Mercredi. Il était temps, j'ai envie de dire. Donc une mise en bouche, pour le moins, efficace. Là, on est d'accord. Si ce n'est que je vais quand même très fortement m'en méfier. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est à l'image de l'ouverture de la saison 1, si vous vous rappelez bien, qui était elle aussi vraiment conforme à l'esprit du personnage de la famille Addams, mais que malheureusement, en perdait dans la foulée cette tonalité, pour tomber dans un délire un petit peu à la Enola Holmes, dans une sorte de collège à la Poudlard. Perso, je n'ai pas du tout aimer le reste. Et pourtant, je peux vous dire que l'enthousiasme de voir Burton s'atteler à la famille Addams, il pouvait pas y avoir meilleur combo pour qu'il remonte en selle. Parce que bon, on va pas se mentir, mais le team, ça fait bien 20 piges qu'il a disparu, quoi. Enfin oui, si, il continue de faire des films, mais disparu sur le plan du talent, quoi. Et voilà, ne venez pas me citer son Beetlejuice 2, s'il vous plaît. Ce film est éclaté, je le dis, rappelez-vous, j'en avais fait la critique. Donc quand le premier trailer de la saison 2 affichait un gros par le réalisateur visionnaire Tim Burton, ouais, c'était bien comme formule il y a 20-30 ans, mais aujourd'hui, et pourtant, je le dis, l'enthousiasme de le voir véritablement s'atteler à une franchise qui était clairement faite pour lui, voilà quoi. Sachant que moi, je suis un fan des films déjà de Barry Sonnenfeld, voilà, j'ai grandi avec ça, mais aussi et surtout de la sitcom de 1964 que j'ai vu 2 fois, pour vous dire, il y a encore quelques mois de ça, je m'endormais avec. Oui, bon, je sais, ça peut prêter au questionnement de s'endormir et vouloir faire de beaux rêves en regardant la famille Addams. Après, j'en conviens, Mercredi, de par son approche, c'est clairement un contenu avec un public cible, et je comprends parfaitement que je n'en fasse pas du tout partie. Voilà, je pense que c'est là aussi tout le dilemme. On est vraiment dans la recherche de toucher les ados directement. Mais en cela, c'est pas un mal. Le problème, c'est que, ok, très bien, que tu veuilles toucher un public en particulier, mais est-ce que ça implique pour autant de devoir s'écarter de la fidélité ? Non, parce que bon, franchement, je suis désolé de le dire, mais la série ne comprend pas d'un iota les personnages qu'elle adapte. Il n'y en a pas un seul qui est fidèle à la famille Addams. Et ça, c'est quand même un problème. À commencer par le personnage de Mercredi. Dans le sens où ici, à mon sens, on ne fait que surfer vraiment sur la notoriété du nom famille Addams pour vendre un truc qui aurait pu s'appeler n'importe comment, quoi. Mais on n'aurait même pas vu la différence. Et ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est que le trailer d'il y a quelques semaines, donc tu avais des moments quand même relativement sympas, au milieu d'un amas de plans spécial teenage quand même, mais sauf que maintenant que tu as vu les 6 minutes, tu te rends compte que les meilleurs plans de ce trailer, ce sont ceux que tu retrouves justement dans les fameuses 6 minutes du To Doom. Bref, donc voilà, je reste... Voilà, pas spécialement convaincu, même si oui, ces 6 premières minutes sont conformes à ce qu'on attend de Mercredi. Mais comme j'ai dit, je suis pas certain que la suite corresponde en la matière. Voilà, on va quand même tenter de redonner une chance au produit. Alors, petite parenthèse, lors du To Doom, il y a eu Lady Gaga qui a donc fait le show pour clôturer donc l'événement avec une chanson, puisque, pour info, elle jouera dans la série dans le rôle d'une professeure du collège Nevermore. Donc voilà, et donc je le rappelle, premier rendez-vous le 6 août et la suite 3 septembre. Autre annonce, One Piece saison 2. Alors cette fois, va falloir s'armer d'un tout petit peu plus de patience que ce que j'ai présenté avant, puisque le show est annoncé pour 2026, mais sans date précise, donc autrement dit,
série comptait pas avant mai 2026. Et donc une présentation faite par l'équipe de la production de la série, qui s'est voulue particulièrement rassurante quant à l'inquiétude des fans sur de nombreux points, et ce malgré le succès de la saison 1. Et pour rassurer davantage, ce n'est pas un trailer qui a été livré, mais une vidéo de présentation d'un personnage mythique de l'animé, à savoir Tony Chopper. Donc voilà, ce mini reine médecin, qui fait donc le show en mode pétage du 4e mur. Et donc une manière effectivement de se vouloir rassurant, dans le sens où les équipes de la série ne voulaient initialement pas avoir recours au CGI pour ce personnage. Tout comme dans le premier film, les personnages étaient beaucoup constitués à base de prothèses, de maquillage et tout ça. Là, ils ne voulaient pas avoir affaire à des CGI. Mais sauf que les fans ont très rapidement pesté, donc pour faire comprendre que bah non, un tel personnage tel que Chopper, en réel avec des prothèses, bah ça fonctionnerait pas, tout simplement, de par son gabarit et tout le reste. Voilà, c'est comme si tu avais fait un Rocket en réel avec du maquillage et des prothèses pour les Gardiens de la Galaxie, quoi. C'est pas tangible. Et donc non, rétropédalage de la part de la production, qui a accepté de tabler dans le domaine de la synthèse et qui donc, bah, par le biais de cette vidéo promo, veut montrer effectivement le résultat qui, bon, apparemment a enchanté les fans. Donc voilà, c'est déjà ça, même si bon, c'est vraiment une vidéo promotionnelle sur un plan totalement commercial de la part de Netflix. Je dirais que c'est l'équivalent d'un coup de pub à grand renfort de bébé Yoda à la Star Wars Celebration. Donc voilà, vraiment toucher le public par un personnage tout mignonné, à la limite du kawaii, pour espérer effectivement vendre des jouets et des peluches. Pour ce qui est du reste, il faudra effectivement prendre son mal en patience, car la vidéo ne montre absolument rien d'autre. Autre annonce, mais cette fois en film, qu'on n'attendait pas spécialement, tellement la proposition avait de quoi être salivante de base, mais a sombré dans le sous Hercule Poirot avec un amas d'invraisemblance qui fait quand même assez honte au genre du whodunit, à savoir Wake Up Dead Man, donc 3e opus de la saga à couteau tiré de Rian Johnson. Ah oui, en même temps, Rian Johnson, donc le mec qui, depuis Looper, croit que en fait, c'est un génie, voilà, et qu'il est persuadé que tout ce qu'il entreprend, c'est absolument incroyable. Donc rappelez-vous, à couteau tiré, qui avait été quand même un bon succès commercial, et donc Netflix s'est rapidement empressé d'acquérir les droits pour pouvoir en exploiter un petit peu la substantifique moelle à travers une saga, donc notamment une trilogie, donc toujours sous la houlette de Rian Johnson. Et si je me rappelle bien, on était sur un budget de 450 millions de dollars de rachat pour pouvoir justement exploiter ça. Et c'est vrai que moi, Rian Johnson, je suis mi-figue, mi-raisin depuis son Star Wars 8. Alors après, je dis pas, dans la forme, oui, ces films sont quand même acceptables. Il y a un minimum de travail. Mais je parle de la saga à couteau tiré, évidemment. Le fond, au secours, quoi. Mais enfin, vous trouverez plus de cohérence à jouer à Cluedo avec des enfants de 6 ans qui ne connaissent pas les règles que de regarder ces films-là, quoi. Si ce n'est que, au vu de la bande-annonce, on sent une petite volonté de ne pas se recopier et opter pour une approche résolument plus sombre. Ceci étant, moi j'y vois quand même un très très gros parallèle avec notamment la saga Hercule Poirot qu'avait mis en scène Kenneth Branagh. Donc rappelez-vous, on avait eu un premier opus qui était très à l'ancienne, un second opus qui était beaucoup plus jovial et coloré, et un troisième qui lorgnait presque du côté de... du sombre, du dramatique et de l'horrifique. Là, on est vraiment sur le même cas de figure, quoi. Maintenant, peu d'éléments ont fuité en dehors de ce trailer, si ce n'est que, oui, on va avoir affaire à un tueur et probablement le plus gros défi de Benoît Blanc, normal pour clôturer en beauté, avec donc toujours Daniel Craig qui sera là aussi accompagné d'un énorme casting, encore une fois. Mais voilà, c'est typique de la franchise, puisqu'on retrouve également donc Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Kyle Spinney, Andrew Scott, Thomas Hayden Church. Et donc pour ce 3e et dernier épisode de la trilogie, il faudra attendre le 12 décembre de cette année.
Autre film annoncé lors du To Doom, et là ça me fait vraiment très plaisir parce que déjà ça annonce le retour de la collaboration Matt Damon-Ben Affleck avec de RIP, donc RIP, de RIP, on ne sait pas trop encore comment on doit le prononcer. Donc film qui traitera d'une équipe de flics de Miami qui découvrira une cachette abandonnée dans laquelle se trouvent des millions de dollars. Mais bon, sauf qu'il y a des éléments extérieurs qui vont rapidement foutre la pagaille dans l'enquête. Et oui, un petit peu comme d'hab, hein, quand il est question de dollars en grosse quantité, bah c'est toujours la même chose, ça a vite fait d'être le bordel. Alors l'intérêt de ce film, outre le duo d'acteurs, c'est que il est en partie scénarisé et surtout réalisé par Joey Carnahan, donc un réalisateur avec un très gros potentiel si on le laisse faire ce qu'il veut, sachant que pour comprendre la cohérence d'ensemble du projet et l'intérêt qu'on peut y trouver, c'est que l'histoire s'inspire de faits réels, et notamment de ceux du père de Joey Carnahan, puisqu'en fait il était chef de la division tactique stupéfiante de la police de Miami, et qu'il a vécu une histoire similaire. Sachant que Carnahan veut, à travers ce film, faire hommage au polar des années 70 qui avait tendance à beaucoup miser sur les relations fortes entre les personnages, et rien que le fait de choisir deux acteurs qui sont copains depuis des années pour tenter de caractériser ça à l'écran, je trouve que ça prend mais tout son sens. Donc pas de teaser de dispo en ligne. En revanche, pour ceux qui ont Netflix, sachez que le To Doom est dispo sur la plateforme et que vous pouvez donc voir la bande-annonce dedans. Et franchement, bon voilà, ça a l'air bien vénère et plutôt sombre. Enfin voilà, si le film est à l'image de ce que l'on voit, ça peut être un sacré rendez-vous. Et donc film prévu pour le 16 janvier 2026. Alors encore un film, mais qui a droit à son trailer de dispo sur YouTube, c'est Happy Gilmore 2. Donc oui, la suite du premier film de 1996 avec Adam Sandler. Alors oui, je sais, Adam Sandler, c'est pas forcément gage de qualité, j'en conviens. Mais là, on va dire qu'on est sur une suite d'une référence de sa filmo. Attention, je ne vais pas dire un classique parce qu'il ne faut pas abuser, mais voilà, une des références. Donc rappelez-vous, Happy Gilmore, un joueur de hockey raté qui tente de devenir champion de golf. Voilà, c'était complètement n'importe quoi. Limite un croisement entre les films de la saga Ron Burgundy et les films de Ben Stiller. Et donc ça tombe plutôt bien puisque le trailer nous plonge direct vraiment dans l'irrévérence du premier film, mais avec 30 ans d'écart quand même, hein, et pas mal de personnages qu'on retrouve avec plaisir, du premier film notamment, et donc des nouveaux, et effectivement Ben Stiller qui vient en tant que méchant, voilà, ce qui n'est pas sans rappeler son interprétation dans Dodgeball. Donc attention, hein, c'est pas la proposition la plus intellectuelle qu'on vous fera avec ce Happy Gilmore 2. Hein. Voilà, ça promet même des instants, mais de beaufitude extrême. Mais c'est aussi ça qui fait le charme de l'idée derrière le film, donc qui est prévu pour le 25 juillet de cette année, donc affaire à suivre. Et on finit avec les deux gros morceaux. Alors dans un premier temps, Stranger Things saison 5, qu'on attend évidemment avec impatience, surtout vu comment se terminait la saison 4. Donc voilà, une saison incroyable et formellement dantesque, si ce n'est que peut-être un peu trop longue tout de même, hein, on va pas se mentir. Et donc va falloir effectivement se préconditionner pour cette ultime saison qui nous replongera en 1987, donc au moment de l'ouverture de la fameuse faille. Et pourquoi je dis qu'il faut se préconditionner? Parce que en fait on part une fois encore sur de longs épisodes déjà, qu'il y en a 8 de prévus. Mais surtout, voilà, pour ceux qui veulent binge-watcher, vous allez être déçus, hein, puisque bon, les premiers épisodes sont prévus chez nous le 27 novembre, la suite le 26 décembre, et donc à peine t'as digéré la dinde au marron que faut que tu t'enchaînes de Stranger Things, tu sais, et le final, le 1er janvier 2026, donc là pareil, hein, Netflix s'en fout de savoir que tu réveillonnes, hein, avec a priori un dernier épisode qui durerait plus de 2 heures. En revanche, dans les bonnes nouvelles, on sait que Franck Darabont est sorti de sa retraite pour réaliser 2 épisodes en particulier, donc le 3 et le 5. Donc j'ai quand même très hâte de voir ce que le maître de l'univers de Stephen King au cinéma nous concocte à travers ça, et pourquoi en particulier ces épisodes. Alors on sait que la série a subi la grève hollywoodienne, ce qui a fortement effectivement impacté la production de la saison finale, et notamment autour du scénario. Maintenant, si on peut essayer de se rassurer comme on peut, un minimum, c'est dans le fait que les frères Duffer, donc les showrunners, depuis le départ, en fait, ils avaient préétabli une feuille de route sur ce qu'ils voulaient raconter depuis la saison 1. À travers toute la saga Stranger Things. Donc voilà, c'était prévu sur 5 saisons avec des idées précises.
Donc bon, on imagine qu'il y avait déjà des bribes assez importantes de l'histoire qui étaient déjà traitées avant l'impact de la grève. Et visiblement, la grève des scénaristes en particulier n'aurait fait que retarder l'écriture. Donc ça, c'est quand même un bon point. Donc pour le To Doom, la série a fait l'objet d'un trailer qui, alors moi par contre, m'a totalement laissé de marbre. Non pas que j'attends rien de cette saison, bien au contraire, je l'attends comme un dingue, mais juste que 90% se repose sur des images des 4 précédentes saisons et la révélation du calendrier de diffusion. Donc en soi, rien de neuf sous le soleil. Bon, maintenant... Chez Netflix, ils sont pas bêtes, ils savent pertinemment qu'ils peuvent ne pas du tout diffuser de trailer. Voilà, on va quand même se jeter dessus, quoi. Donc voilà, juste nous prévenir que, vous avez vu, ça va arriver très vite, ça suffit amplement à faire son petit effet. Et le dernier gros coup de poing dans la tronche asséné par Netflix, c'est le retour de Guillermo del Toro, El Maestro, donc avec son Frankenstein. Donc oui, Guillermo del Toro, vous savez, le réalisateur de génie qui se retrouve à chaque fois emmerdé par les studios hollywoodiens quand il œuvre pour eux, au point de devoir hypothéquer sa baraque, voir son Nightmare Alley sacrifié par Disney, et j'en passe. Et bien depuis qu'il a trouvé des gens qui ont compris quoi faire de son talent, à savoir le laisser faire, eh bien le mec, on peut plus le déraciner de chez Netflix. Donc oui, après son Pinocchio, qui lui a permis de rafler l'Oscar, le Golden Globe et le BAFTA du meilleur film d'animation, rien que ça, le mec il s'appelle effectivement un projet chéri par lui depuis 25 ans quand même. Donc Frankenstein, alors on sait de la bouche de Guillermo del Toro qu'il aspire avec ce film à être particulièrement fidèle à l'œuvre de Mary Shelley, tout en ayant quand même un aspect personnel. Bon, ceci étant, c'était aussi ce qu'il faisait avec Pinocchio et c'est ce qui en faisait sa force. Et d'un côté, on a eu tellement d'itérations de Frankenstein, même si bon, le meilleur reste encore l'interprétation de Boris Karloff, bien que j'ai aussi un amour assez particulier pour celle de De Niro dans le film de Kenneth Branagh. Donc ici on retrouve Oscar Isaac face à Jacob Elordi et Mia Goth, mais également Christophe Waltz. Le tout dans une bande-annonce qui me fait déjà regretter, rien qu'à travers le ton et les décors, de ne pas pouvoir voir ça au cinéma. Mais d'un côté, s'il faut en passer par Netflix pour être sûr de voir les films de Guillermo del Toro tels que lui veut les transcrire, et par là, j'ai envie de faire également un petit appel du pied à Netflix pour qu'il veuille produire les montagnes hallucinées que del Toro rêve de mettre en scène depuis toujours, on va pas s'en priver. Bref, rendez-vous en novembre, bon, même si on n'a pas de date précise, mais bon, de toute façon, on s'en fout, c'est del Toro, on sera là. Donc voilà ce que j'avais à vous présenter à travers le fameux To Doom, édition 2025. Donc vous aurez compris que on est vraiment sur les annonces des contenus phares, on va dire des 9-12 prochains mois. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien d'autre de qualité sur Netflix à côté. Voilà, ils ont quand même le chic chez le N Rouge pour nous livrer du contenu nouveau à peu près toutes les semaines, voilà, et souvent de très bonnes surprises s'y glissent. Pareil, étant donné qu'on ne traite que des produits phares, rien, évidemment, pour tout ce qui est au-delà de, on va dire, juin 2026. En tout cas, bon, n'hésitez pas dans les coms à me dire, vous, comment vous sentez ces différentes annonces. Est-ce qu'il y en a qui vous emballent, ou à l'inverse, certains ne sont pas voués à vous donner envie. Voilà, faites-moi part de tout ça dans les commentaires. Pour le jeu de la réplique, c'était sur la critique de Lilo et Stitch. Il fallait trouver donc les 3 frères sortis en 1995 et réalisés par Didier Bourdon et Bernard Campan. Voilà, bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus, et moi comme d'habitude je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.